Notre prochain présentateur, son nom, c'est Fabien Alibard et il possède un doctorat et il est rattaché au laboratoire. Excusez-moi tout le monde, je demanderai votre attention là, pour présenter la prochaine personne. Donc, la prochaine personne, son nom, Fabien Alibard, et il va vous parler de comment on peut s'inspirer du cerveau pour développer l'électronique. Donc, Fabien, il a un doctorat et il est rattaché au laboratoire LN2CNRS de l'Université de Sherbrooke. Et il est aussi co-titulaire de la chaire en calcul neuromorphique à l'Université de Sherbrooke. Donc, il va bientôt pouvoir vous expliquer là, en quoi ça consiste. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter un petit peu les travaux qu'on fait. Alors, ça va plutôt être une petite histoire que des travaux. Et puis, la petite histoire, c'est vous expliquer un petit peu comment on peut mettre le cerveau sur une puce ou comment on peut mettre une puce dans le cerveau. Donc, on va voir qu'il y a une espèce de boucle qui apparaît là-dedans. Et cette boucle, elle vient d'où? Elle vient du fait que le cerveau, on commence à le connaître de mieux en mieux. Et puis ça, on s'en sert pour réaliser des circuits, pour réaliser des composants. Vous allez voir que c'est des choses qui vous entourent tous les jours, vous en servez sans même le savoir peut-être. Et ces technologies-là, elles peuvent aussi servir à communiquer avec le cerveau. Et donc toute la boucle virtueuse ou pas est de savoir comment on va gérer tout ça. Alors ça commence avec ce qu'on appelle l'approche neuromorphique. L'approche neuromorphique, c'est qu'on regarde comment le cerveau fonctionne, on s'inspire de ces principes de fonctionnement pour faire des circuits et faire des choses qui vont faire des tâches qui vont être intéressantes. Alors je commence juste rapidement pour vous donner les éléments un petit peu de base. C'est une histoire qui est assez vieille quand même. Les réseaux de neurones, ça a commencé il y a plus de 60 ans maintenant, 70 ans, en même temps que la logique qu'on connaît, la logique booléenne. Mais à l'époque, bon, les gens y croyaient pas trop. On se disait, oh, ça va peut-être pas trop marcher cette histoire. Et du coup, on a préféré faire de la logique, ça veut dire les ordinateurs qu'on utilise. Mais en réalité, ces concepts-là sont assez vieux et il y a des vraies analogies avec la biologie déjà. C'est des algorithmes. Et ces algorithmes, ils disent, ah bah oui, on va considérer les synapses. Les synapses, c'est ce qui connecte deux neurones. Puis on va considérer des neurones sous forme algorithmique qui s'inspirent de la biologie. Et puis on va aussi considérer des réseaux de neurones. Donc là, on va avoir plusieurs couches de neurones interconnectées par des synapses. Et ça aussi, ça s'inspire de la biologie. Maintenant, qu'est-ce que ça sait faire, ces réseaux-là? Pour vous donner quelques idées, vous connaissez tous un peu, je pense, ChatGPT. Vous l'avez utilisé. ChatGPT, derrière ça, c'est des réseaux de neurones. DeepL, les outils de traduction qui vous font des traductions d'une langue à une autre, tout ça, c'est des réseaux de neurones qui roulent derrière. Et un exemple un peu simple pour comprendre leur fonctionnement, c'est de dire la classification d'images. L'objectif, c'est que j'ai des images et je veux les classifier pour voir si c'est des chiens, des chats, des avions, etc. Et ces réseaux de neurones, c'est les ronds qu'on a ici, sont connectés par des synapses. Et tout le principe est de trouver un chemin de décision qui va intégrer de l'information pour reconstruire des choses plus complexes. Et ça se passe comme ce qui se passe dans votre système visuel, c'est que vous commencez d'abord par identifier des formes simples, des orientations, et puis ces orientations, vous les reconstruisez pour faire des choses un peu plus complexes, des objets un peu avec des lignes courbes, et intégrer tout ça, ça vous donne enfin des objets que vous pouvez classifier. Ah, j'ai reconnu une roue, donc ça va être une voiture par exemple. Et où est-ce qu'on les retrouve, tous ces réseaux? On les retrouve par exemple dans les systèmes au jeu de Go. Ça, c'est ce qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On se rappelle des échecs avec Kasparov. Un ordinateur avait battu Kasparov, c'était gigantesque. Et le jeu de Go, on se disait, ah, ça, c'est pas accessible. C'est une tâche qu'on ne pourra jamais faire parce qu'il y a trop de possibilités. On n'est pas capable de stocker tout ça dans un ordinateur. Et en réalité, ça a été possible avec les réseaux de neurones parce que les réseaux de neurones, le principe, c'est de leur apprendre à jouer. De leur apprendre à jouer au jeu de Go. Et donc, on a mis deux ordinateurs qui ont commencé à jouer ensemble, qui ont développé des stratégies inconnues pour les joueurs de jeu de Go. Ils ont remporté la victoire contre le champion du monde. Et où est-ce qu'on les utilise maintenant? On peut les voir par exemple pour gérer la bourse. Est-ce que c'est bien ou pas? On ne sait pas, mais par contre ça marche très bien parce que ça prend des décisions ultra rapidement. Ça peut être utilisé sur les véhicules autonomes et ça peut être utilisé en médecine aussi. D'accord? Notamment, maintenant, les réseaux de neurones sont bien meilleurs que des praticiens pour identifier des tumeurs. Donc ça veut dire qu'à vous de choisir si vous voulez être soigné par un réseau de neurones ou un médecin. C'est une vraie question éthique qui se pose derrière et je pense qu'il faut se la poser maintenant. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement dans mes travaux, puis dans les travaux de la communauté neuromorphique, c'est de voir comment on peut faire rouler ces circuits-là. La problématique derrière, c'est que ça consomme énormément d'énergie parce qu'on utilise des ordinateurs traditionnels. Ça, c'est un ordinateur de ma génération. Vous ne l'avez peut-être pas trop connu. Mais l'architecture générale, ça veut dire son principe de fonctionnement, c'est encore le même que les ordinateurs que vous utilisez.
En général, c'est un CPU, c'est le petit processeur que vous avez dans votre ordinateur, qui est associé à une mémoire. Or, la mémoire, on parle de centaines de gigabits maintenant, de terabits que vous avez sur des différentes technologies SSD, etc. Et on fait communiquer tout ça ensemble pour pouvoir échanger de l'information. Mais le cerveau, lui, ne marche pas du tout comme ça. Le cerveau, il faut le considérer comme des tout petits processeurs très élémentaires qui ne font pas grand-chose, les neurones, avec une petite banque de mémoire, les synapses, mais par contre, ils sont organisés de manière ultra parallèle. Donc du coup, essayer de mapper le cerveau sur un ordinateur, bah, c'est juste utiliser le mauvais outil pour faire quelque chose. Alors du coup, ce qu'on voit maintenant dans l'ingénierie neuromorphique se dessiner, c'est que ces concepts au niveau algorithmique qui sont les synapses, les neurones et les réseaux de neurones, on peut les implémenter avec des composants. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à utiliser des nouveaux composants qui vont être dans les dimensions nanométriques pour faire les synapses, par exemple. Ici, on avait une petite vidéo, mais qui pourrait vous montrer comment on est capable de faire des dendrites, des interconnexions entre des neurones. Et puis tout ça, on peut l'intégrer sur une puce. Et ces puces vont faire les fonctionnalités qu'on peut observer, des fonctionnalités cognitives qu'on observe pour le cerveau. Alors maintenant, la petite question qu'on peut se poser, c'est, et dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe dans l'approche bionique? Ça veut dire quand on va chercher à utiliser ces technologies pour mieux comprendre le cerveau, pour interagir avec lui. Alors, petite histoire encore, faut savoir qu'au XVIe siècle, par exemple, le cerveau, on considérait que c'était possiblement explicable si on utilisait les concepts de la mécanique très basique. Système des machines avec des vérins, avec des roues, etc. On considérait que toute la mécanique du cerveau pouvait s'expliquer avec ces systèmes-là. Okay, là, on est au XVIe siècle. Puis au XXe siècle, on a dit « Ah, non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Le cerveau, c'est plutôt des 0 et des 1. » C'était l'ère de l'informatique. On utilisait les portes logiques. On a dit ben, « Le cerveau, c'est plein de portes logiques ensemble et ça marche bien comme ça. » Et en réalité, maintenant, aujourd'hui, on se dit « Ah ben non, le cerveau, c'est pas du tout ça, c'est des réseaux de neurones. » Ah ben oui, ça, maintenant, on les voit, on peut les mesurer. Et puis, ces réseaux de neurones, on peut même les fabriquer. Donc, on peut se demander comment, maintenant, on va faire interagir ces deux choses ensemble. Si je regarde un petit peu interagir avec le cerveau, d'où ça vient, par exemple, des premières mesures qu'on avait de ce qui se passait dans le cerveau ou dans le corps en général. Là, c'est par exemple, on mesurait les signaux cardiaques sur un chien. L'idée, c'était de pouvoir mesurer le fait que le battement d'un cœur, c'est de l'électricité en réalité. C'est de l'électricité qui fait se contracter votre muscle. Et que ça, on peut le faire à différentes échelles. Si je mets maintenant des électrodes sur le crâne, en surface, je vais pouvoir mesurer des ondes qui sont des ondes électromagnétiques, mais qui sont en réalité des signaux électriques qui se propagent dans le cerveau. Et puis ce qu'on sait faire maintenant, c'est qu'on sait fabriquer des implants qui deviennent assez petits pour pouvoir être mis sous le crâne et vraiment s'intégrer contre la membrane du cerveau. Et eux vont faire des mesures encore plus précises pour aller détecter ce qui se passe au niveau des neurones individuels dans la biologie. Alors, est-ce que c'est à quoi on peut utiliser ces systèmes-là? Notamment, on peut penser à toutes les problématiques d'avoir des prothèses artificielles pour des personnes qui vont être amputées ou bien qui vont avoir des problèmes de paraplégie, par exemple. Parkinson, on est maintenant capable de soigner Parkinson, pas de soigner, mais de prévenir les crises de Parkinson en venant stimuler localement les neurones, ou aussi de faire des prothèses visuelles pour pouvoir permettre de restaurer la vision. Et par contre, ce qu'on ne voit pas trop là-dessus, c'est que derrière ces prouesses, qui sont des vraies prouesses techniques, il y a encore tout un enjeu qui est comment on va intégrer tout ça. Ça veut dire l'opérateur qui est à côté, qui va nous aider à travailler, le bras mécanique qui suppose qu'on a un ordinateur pour le contrôler, pour pouvoir, au final, pouvoir actionner ce bras mécanique. Pareil pour la vision, l'enjeu c'est de se dire comment je vais aller maintenant de ce qu'on a actuellement, ça veut dire qu'au niveau vision, voilà ce que je donne au patient, ce qu'il arrive à voir. Idéalement, voilà ce que je voudrais qu'il arrive à voir quand je vais pouvoir lui stimuler les premières couches de neurones qu'on a au niveau de la vision. Alors tout ça, c'est super parce qu'il y a plein de perspectives intéressantes. Je vous parlais des puces neuromorphiques, et maintenant, ces puces neuromorphiques, si on est capable de les mettre en contact du cerveau, bah, le champ du possible est gigantesque. Si on peut mettre la puissance qu'on sait faire au niveau calculatoire dans le cerveau, bah oui, je pense qu'on va faire des choses gigantesques, des choses vraiment super, ou pas. Ça dépendra un petit peu des choix qu'on fait. On a plein d'images et puis de choses qui sont derrière, auxquelles il faut qu'on réfléchisse, auxquelles il faut qu'on se prépare ou qu'on arrive à anticiper. Et puis bah, ça va nous prendre de parler ensemble, ça va nous prendre de considérer l'éthique, de considérer des choses qui sont basées sur des choses subjectives, quand on parle d'éthique, et puis de considérer des choses qui sont basées sur les technologies. Donc là, ça veut dire c'est des technologies, c'est ce qu'on peut caractériser, c'est ce qu'on peut mesurer, et comment on arrive à faire un monde qui va intégrer ces deux choses-là. C'est un peu les enjeux qui nous attendent et puis qui vous attendent dans le futur.
Et bien sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Super. Donc, merci beaucoup, Fabien, pour ta présentation. On va maintenant pouvoir passer à la période des questions. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Fabien? Juste ici. Dans le fond, la question, si je la répète, si je l'ai bien compris, quand est-ce que les réseaux neuromorphiques vont avoir dépassé les réseaux traditionnels? Oui, alors c'est un petit peu encore notre gros défi, c'est que les réseaux traditionnels, ils sont quand même meilleurs que nous, pour l'instant, que le neuromorphique, parce qu'ils jouent beaucoup sur la précision. Ça veut dire qu'on est capable d'utiliser la clé des réseaux actuels, c'est qu'on fait un traitement de l'information à ultra haute précision. C'est 64 bits de résolution qu'on veut ajuster petit à petit. Donc ça, c'est super. Mais ça, c'est un coût énergétique gigantesque. Nous, en termes de performance, on a beaucoup moins de précision quand on est sur du matériel comme ce que je vous montrais, des nanocomposants qui ont de la variabilité, qui ont du bruit, qui fonctionnent moins bien. Par contre, la grande différence, c'est qu'au niveau énergétique, on est déjà bien meilleur qu'eux, en fait. Ce qu'ils peuvent faire avec 200 watts, 300 watts, par exemple, le Blackwell, c'est la technologie de NVIDIA, c'est 1000 watts pour faire tourner un GPU. À l'opposé, quand on regarde les approches neuromorphiques, le I, c'est du CMOS, mais c'est neuromorphique, c'est en dessous du watt, on est à quelques centaines de milliwatts pour fonctionner. Donc on est meilleur qu'eux en énergie, mais notre défi, c'est encore de comprendre les algorithmes derrière, puis comment le cerveau, par exemple, moi mes synapses, enfin vos synapses, nos synapses, elles fonctionnent à 1, 2, 3 bits de résolution. Et on fonctionne super bien comme ça, on arrive à très bien le faire. Mais ça, on n'a pas encore toutes les clés, puis c'est ce qu'on cherche à savoir. Et quand on les aura, je pense que je pourrais te dire que ça y est, on les a dépassés. Ouais. Super, donc merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Je vois une question juste dans le fond là-bas, tu peux y aller. Tu peux te lever puis aller au micro. Oui, bonne idée. Merci. Ouais, je me demandais, le cerveau, on va dire, en silicium, là, est-ce que il y a des gens qui travaillent sur, en fait, mettre de côté l'informatique, de se dire, bon, ça a été sympa pour comprendre, mais en fait, pour vraiment arriver à plus, il faut aller comme programmer un cerveau biologique. Tu prends un cerveau de mouche, par exemple, tu le programmes. Et tu auras, en termes de consommation d'énergie, en termes de complexité, quelque chose qui est difficilement atteignable. Oui, ce que tu voudrais dire, c'est un petit peu jouer avec la biologie pour aller utiliser la biologie et la programmer comme objet pour faire du calcul, pour réaliser des fonctions. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. La grande difficulté, c'est que la biologie, elle a un niveau de complexité qui est un peu infini. On a l'impression que plus on creuse et plus on découvre des choses complexes et qu'on ne sait pas expliquer et qu'on ne sait pas maîtriser. Du coup, toutes ces preuves qui sont faites, elles restent un petit peu triviales. Mais ça me fait penser quand même à un exemple qui est intéressant à raconter. Le blob, je ne sais pas si vous pouvez regarder ça sur Internet, c'est un champignon en fait qui se déplace et qui cherche à trouver où est-ce qu'il y a du sucre à manger. C'est une espèce donc, de champignon qui va se déplacer. Et il y a des expériences où, en mettant des bouts de sucre sur une carte, on se rend compte que le blob, il arrive à optimiser son déplacement pour aller trouver les bouts de sucre les plus proches et puis réussir à survivre dans son environnement. Puis derrière, la tâche qu'il a réalisée, c'est ni plus ni moins que trouver la carte du métro de Tokyo, par exemple. Ce qui est une tâche super complexe à faire en computing et en calcul. Et là, avec un champignon puis 4 morceaux de sucre, on arrivait à trouver le réseau du métro de Tokyo de manière pas instantanée, mais de manière ultra efficace en énergie. Donc oui, il y a des choses à faire. Après, je pense que pour les ingénieurs, ça ferait un petit peu moins de travail, puis on va continuer à faire des calculs pour l'instant. C'est super intéressant, Fabien, merci beaucoup. J'ai comme un peu envie de voler le spot de la dernière question pour te poser une question. À toi qui connais quand même beaucoup ça, cette technologie, puis tu dis qu'il y a encore des choses aussi à découvrir qu'on ne comprend pas nécessairement non plus. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pourrait avoir peur de la technologie neuromorphique, mettons, de se faire contrôler son cerveau ou des trucs comme ça? Tu y répondrais quoi? Ouais, c'est la question un peu difficile parce que ce qui fait peur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y aller en courant et puis sans être un peu... La peur nous permet aussi d'appréhender les choses.
Je dirais qu'il faut essayer un petit peu, puis essai-erreur, y aller à tâtons, mais en essayant de mettre des garde-fous. Et c'est bien légitime d'avoir peur, ça c'est sûr. On voit que les plus grands pontes du domaine tirent la sirène d'alarme sur plein d'aspects, et ça, il faut qu'on le sache, et il faut qu'on se le dise. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, ça ne veut pas dire qu'on va tous jeter nos téléphones, puis que l'IA d'aujourd'hui est dangereuse. Oui, elle est dangereuse, mais il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Donc, comme tout, ça prend peut-être des permis. Voilà. Ah ben super, merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Fait que merci beaucoup de nous avoir parlé de cette technologie-là aujourd'hui. Ça fait plaisir.